Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. Aujourd'hui on va parler de grande musique. Vous savez, Mozart, Beethoven, Chopin, mais surtout on va parler du studio Disney et en particulier du film Fantasia et de ses suites avortées. Fantasia est un film sorti en 1940. C'est une œuvre expérimentale découpée en plusieurs séquences indépendantes sans dialogue, rythmée uniquement par de la musique classique. Une des scènes les plus connues est évidemment celle de l'apprenti sorcier, dans laquelle Mickey, en tenue de magicien, donne vie à des balais pour qu'il fasse le ménage à sa place. Si aujourd'hui Fantasia n'est pas aussi reconnu que d'autres longs métrages de l'âge d'or du studio, comme Pinocchio ou Bambi, il est devenu une sommité dans l'histoire de l'animation, et a suffisamment marqué les esprits pour attiser l'imagination d'artistes au fil des décennies. Le concept de Fantasia a été abordé très tôt par Disney, puisqu'à travers la série des Silly Symphonies, comme La Danse Macabre ou Le Vieux Moulin, on peut y trouver des prototypes de ce qui allait devenir le film. Et comment parler de Fantasia sans évoquer les séquences qui avaient été envisagées pour le film original avant d'être annulées, parfois à un stade avancé. Car si certains courts-métrages ont été étudiés avant même les débuts du projet, comme ce fut le cas pour L'Apprenti Sorcier, d'autres ont subi des changements en cours de tournage. Et on va commencer par le segment qui a posé le plus de problèmes avant, pendant et après sa conception, la symphonie pastorale d'après Beethoven. 5e segment du film, il a pour décor la mythologie gréco-romaine et son bestiaire. Lors des premières ébauches du film, les créatifs n'avaient pas encore opté pour la musique de Beethoven, et n'étaient pas aussi chargés scénaristiquement que le film fini. Si les références aux légendes grecques sont déjà avancées, le scénario et la musique choisie étaient différents. On devait suivre les mésaventures d'un petit Pégase séparé de sa mère qui découvre le monde. La musique qui aurait dû illustrer cette scène est l'invitation à la danse de Carl Maria von Weber. Le scénario est modifié dans ses grandes largeurs pour en arriver au script final que nous connaissons. Le processus d'animation commence, mais toujours pas de Beethoven pour la bande-son. C'est la Cydalise et le chèvre-pied de Gabriel Pierné qui est sélectionné. Tout se passe bien, jusqu'au moment où Walt Disney décide que la musique de Pierné manquait d'ampleur et qu'elle ne correspondait plus, et c'est la 6e symphonie de Beethoven qui sera retenue. Ce qui a posé problème, vu que le scénario et l'animation avaient été anticipés pour correspondre à la partition de Pierné. L'équipe a donc dû réadapter la séquence pour coller à la nouvelle musique choisie. Le film sera à nouveau modifié des années plus tard afin de retirer le personnage de Sunflower, une petite centaurette noire qui cire le sabot de ses congénères. Si en 1940 cette scène était considérée comme étant plutôt innocente, dès 1960 ce genre de passage ne passe plus et est considéré comme étant raciste. Des solutions ont été proposées afin de couper la scène sans altérer le rythme du film avec des coupes maladroites. Une nouvelle bande-son dirigée par Irving Kostal en 1982 fut brièvement proposée au cinéma afin de supprimer Sunflower sans désynchroniser la musique. Mais c'est lors de la restauration du film en 2000 et l'emploi de l'ordinateur que le problème sera définitivement réglé. Sunflower est effacée numériquement des scènes où elle apparaît, tandis que des scènes seront déplacées ou répétées afin de pallier au problème de synchronisme. La symphonie pastorale n'est pas le seul segment à avoir subi des changements. Pour l'apprenti sorcier, il fut envisagé un temps de remplacer Mickey par Simplet de Blanche-Neige et les 7 nains, et la scène des prémices du monde aurait pu utiliser la création de Joseph Haydn au lieu du Sacre du printemps de Stravinsky. On va passer aux séquences qui ont été simplement évoquées ou carrément avortées. Dans une ancienne vidéo, on avait traité d'Aventure dans un landau d'après John Aldin Carpenter, qui montrait une journée dans la vie d'un bébé dans son landau en adoptant une vue subjective, c'est-à-dire du point de vue déformé de l'enfant. La chevauchée des Valkyries devait être une grande scène démontrant l'ampleur de la musique de Richard Wagner. L'histoire devait dépeindre les Valkyries descendant sur les champs de bataille afin d'accueillir au Valhalla les âmes des guerriers tombés en champ d'honneur. La séquence est complètement abandonnée afin de ne pas rattacher le film à la doctrine nazie, Richard Wagner étant le musicien préféré d'Hitler. Baby Ballet a été pensé comme une parodie de danse classique. L'histoire se passe dans une crèche tenue par des cigognes et mettait en scène des bébés exécutant des pas de danse en attendant d'être confiés à des parents. La musique avancée pour ce passage est la Berceuse 57 de Frédéric Chopin. The Swan of Tuonela, d'après Jean Sibelius, devait illustrer le passage dans l'au-delà d'une âme défunte. Celle-ci embarquait à bord d'un frêle esquif afin de rejoindre le paradis. Les premières ébauches montraient un signe guidant le disparu vers le ciel, mais cette idée est supprimée sans doute parce qu'elle faisait écho à un autre segment du film qui, lui, était pratiquement terminé, mais qui sera effacé du film. Clair de lune, réalisé par Samuel Armstrong d'après Claude Debussy. Il s'agissait d'un morceau contemplatif montrant l'envolée d'un autre oiseau blanc, le héron, pendant une nuit de pleine lune. La séquence était quasiment finie, mais fut retirée du film à cause de la durée globale de Fantasia de plus de 2 heures. Clair de lune sera finalement recyclé dans un autre film à sketch de Disney, La boîte à musique, qui sortira 6 ans plus tard avec une nouvelle bande-son.
Mais il faudra attendre les années 90 pour découvrir cette scène dans son intégralité telle qu'elle était prévue pour Fantasia, et on peut d'ailleurs la retrouver en bonus du DVD et du Blu-ray. Une autre idée qui fut abandonnée mais qui servira plus tard est le vol du bourdon d'après Rimsky-Korsakov. On devait y voir un bourdon être malmené par la nature et par les fleurs en particulier. Une idée voulue par l'équipe était que pendant la diffusion de cette scène au cinéma, un bourdon animé devait virevolter sur les murs grâce à des projecteurs. La scène est finalement abandonnée, mais servira de base pour un segment du film anthologique Melody Cocktail. L'idée de base pour Fantasia est réutilisée, mais avec un visuel plus abstrait et une version jazz de la musique de Rimsky-Korsakov. Fantasia aurait dû être le premier opus d'une série de films annuels, et il n'est pas difficile de deviner que toutes ces idées avortées auraient pu être reprises plus tard. Mais l'entrée en guerre des États-Unis et la grève des syndicalistes au sein du studio Disney ont mis un terme au projet. Sans compter que le film a été un grave échec financier, compromettant les ambitions de Walt Disney. Au sortir des années 40, Disney n'était pas au mieux de sa forme, et le studio va privilégier les films plus rassurants économiquement comme Cendrillon ou Peter Pan. Il y avait donc peu de chances de revoir un film à sketch expérimental à la Fantasia au studio, à part peut-être Alice au Pays des Merveilles. Mais d'autres artistes vont se réapproprier le sujet. Osamu Tezuka fera tableau d'une exposition en 1966 sur la musique de Mussorgsky. Bruno Bozzetto fera Allegro non troppo, excellente parodie du concept de Fantasia, tandis que le groupe Pink Floyd va utiliser le procédé pour les séquences d'animation du film The Wall. Pendant ce temps, les choses vont de mal en pis du côté de Mickey Mouse. Walt Disney meurt d'un cancer du poumon en 1966 et à partir de là, le studio va amorcer une sorte de déclin communément appelé l'âge sombre. Les films qui sortiront entre 1970 et la fin des années 80 seront amèrement reçus par la critique. Les artistes de l'ancienne génération partent à la retraite et la direction ne sait que faire du département d'animation. Pire encore, la firme subit un mouvement de rébellion de la jeune génération, notamment à cause de la charge de travail imposée et du manque de reconnaissance derrière. Don Bluth, celui-là même qui aurait dû prendre la relève de Wolfgang Reverman à la réalisation, décide de claquer la porte du studio afin de fonder sa propre structure, et ce alors qu'il était en train de réaliser Rox et Rookie qui a dû réorganiser son équipe. Il emmène avec lui ses comparses Gary Goldman et John Pomeroy, ainsi qu'une partie des jeunes animateurs qui venaient d'être formés. Donc pendant que Don Bluth était en train de mettre en scène Brisby et le secret de Nîmes, Disney s'enfonçait en donnant l'impression d'être un studio en roue libre et qui ne parvient pas à se détacher de son passé. Au milieu de cette débâcle, un homme va se démarquer en proposant des projets toujours plus fous et toujours plus créatifs afin que le studio sorte la tête de l'eau. Il s'agit de Mel Shaw, qu'on avait déjà évoqué par le passé. Celui-ci va s'atteler à proposer des centaines d'idées de longs métrages, en piochant dans des projets qui avaient été abandonnés 20 ans plus tôt. Un jour, en 1980, il débarque dans les bureaux de la direction avec sous le bras la diapositive des concept art de Musicana, un projet de long métrage qui se voudra une suite spirituelle à Fantasia 40 ans plus tard. Musicana devait être un long métrage pour le cinéma reprenant le concept de Fantasia, mais avec des styles de musique plus variés qui s'éloigneraient du classique. Chaque segment devait se passer dans un pays différent, et le projet était soutenu par des grandes pointures de la firme parmi lesquelles Wolfgang Reverman et Ken Anderson. Voici les séquences qui ont été avancées par Mel Shaw pendant cette fameuse réunion. By the Bayou devait se passer dans le sud des États-Unis et mettait en scène des grenouilles formant un groupe de jazz improvisant un concert sur des nénuphars. La bande-son comprenait des chansons de Louis Armstrong et d'Ella Fitzgerald qui ont d'ailleurs droit à leur caricature. À la fin du segment, un bateau de plaisance apparaissait et provoquait une lame de fond qui semble emporter les grenouilles. Mais celles-ci reviennent en force pour un grand final. La deuxième scène avait pour cadre l'Amérique latine et ses légendes aztèques. On devait voir déambuler des créatures issues de la mythologie inca. Il y avait par exemple une femme se transformant en oiseau afin d'échapper à un jaguar. Il était prévu d'utiliser une chanson d'Ima Sumac. C'était une chanteuse péruvienne qui parvenait à monter sa voix sur 5 octaves tout en produisant des sons particuliers avec sa gorge, ce qui aurait contribué à l'étrangeté de ce segment, ce que semblent appuyer les dessins de Mel Shaw. La troisième séquence se déroule en Afrique. Un singe dérobe le diamant d'un totem représentant le dieu de la pluie. Celui-ci se met en colère et fait cesser de pleuvoir, ce qui provoque une terrible sécheresse. Les autres animaux capturent le singe pour le forcer à restituer le diamant. Ça suffit à apaiser le dieu de la pluie qui fait pleuvoir à nouveau. On ignore quelle musique a été pensée pour ce sketch, mais on peut déjà y voir un intérêt pour les légendes africaines de la part de Disney, une dizaine d'années avant le début de la production du Roi Lion. Finlandia, d'après Jean Sibelius, se passe en pays nordique. Il montrait un combat titanesque entre un dieu de glace et la déesse du soleil. La violence de la bataille à coups d'éléments naturels aboutit à la création d'un immense lac, une belle métaphore sur la fusion des éléments.
Le Rossignol et l'Empereur auraient pu faire réapparaître Mickey dans un long métrage depuis plusieurs décennies. Adaptation assez fidèle du conte d'Andersen, l'histoire se passe en Chine et on y voit un empereur convoiter un rossignol au chant mélodieux. Mickey interprète un serviteur de l'empereur chargé d'apporter l'oiseau à son souverain. Celui-ci, subjugué par la voix du rossignol, confine l'animal dans son palais. Mais un vil personnage, de toute évidence, le méchant, soumet à l'empereur un oiseau mécanique pouvant soi-disant reproduire le chant du rossignol. Convaincu, le souverain délaisse le volatile qui se fait capturer par le méchant. Mais il est sauvé par notre héros aux grandes oreilles. Privé de la voix véritable du rossignol, l'empereur dépérit et tombe malade, recevant au passage la visite de la mort en personne. Il revit lorsqu'apparaît finalement le rossignol. Là encore, on ne sait pas quelle musique a pu être envisagée pour accompagner cette séquence. Notez que les dessins que vous voyez là ont été réalisés par un certain John Lasseter qui était encore novice à cette époque. On en arrive au dernier segment du film, et bien avant d'être adapté dans Aladdin et le Roi des voleurs, Disney avait déjà l'intention de transposer le récit d'Ali Baba et les 40 voleurs, mais avec des oiseaux. Mise en musique par la très célèbre Scheherazade de Rimsky-Korsakov, on y voit un volatile très pauvre convoiter une jolie princesse avant de découvrir une fabuleuse grotte au trésor. Mais pour pouvoir s'emparer de toutes ces richesses, il devra affronter les 40 voleurs et leur chef belliqueux. Comme vous pouvez le constater, le projet était ambitieux et comptait beaucoup sur la diversité de ses histoires et des musiques sélectionnées. Malheureusement, le souvenir de l'échec du Fantasia original est resté dans les mémoires des têtes pensantes de la firme. Ils n'approuvent pas le projet malgré les protestations des animateurs et de Wolfgang Riverman en particulier. Celui-ci va quitter ses fonctions de réalisateur qu'il occupait depuis plus de 20 ans, et il sera décidé de produire à la place de Musicana un court-métrage de Noël plus rassurant pour les investisseurs, le génialissime Noël de Mickey. C'est particulièrement regrettable que Musicana n'ait pas été produit car il aurait pu être un fabuleux terrain de jeu pour les animateurs. Le projet est mis à l'arrêt, mais c'est pas pour autant que l'envie de refaire un nouveau film Fantasia s'éternit. Une décennie s'écoule jusqu'au début des années 90 dans laquelle Disney entame sa période de renaissance avec La Petite Sirène qui revigore le studio. Du côté de Fantasia, pas grand chose si ce n'est un jeu vidéo sorti sur Mega Drive réputé pour sa difficulté infâme. Fort du succès de Castle of Illusion, Sega remet le couvert avec un nouveau jeu Mickey adapté du film de 1940. Il en confie le développement aux Français de chez Infogrames, la société de Bruno Bonnell. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. 6 personnes seulement travaillent sur le jeu et tous les 6 habitués à l'arcade ont peu d'expérience dans le développement de jeux sur console. Ils éprouvent de sérieuses difficultés à remixer la musique classique sur le processeur de la Mega Drive et ils doivent composer avec un calendrier serré. Le jeu sort en novembre 91 en n'étant pas terminé puisqu'il manque des finitions au graphisme et au gameplay. Pour ne rien arranger, le neveu de Walt Disney, Roy Edward Disney, met son veto. Selon lui, son oncle lui aurait fait promettre d'empêcher toute adaptation du film Fantasia sous quelque forme que ce soit. Les droits auraient été accordés à Sega par erreur, et les quelques exemplaires invendus ont été rapatriés pour être détruits. Hélas pour Roy, le mal était fait. Disney présentera ses excuses à Sega et promet à la société de leur accorder plus de moyens pour développer les futurs softs, ce qui va aboutir à la création des magnifiques jeux de Virgin Interactive. Entre autres produits dérivés, une cassette VHS de Fantasia sort en 1990 et réalise des ventes faramineuses. Roy Disney se dit alors que la franchise a du potentiel, et il donne son aval dans la production d'une suite, Fantasia Continued, qui aboutira à la sortie 10 ans plus tard de Fantasia 2000. L'entreprise avait été évoquée maintes fois avant le oui définitif de Disney, dont une itération avec les chansons des Beatles, mais il se retrouvait constamment entre deux feux avec le conflit interne qui opposait Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg. Celui-ci détestait l'idée d'offrir une suite à Fantasia et son départ de Disney a contribué à accélérer le processus. La production a été mouvementée et s'il fut envisagé de reprendre la plupart des segments issus du premier film, y compris la séquence de Clair de Lune dans sa version d'origine, seul l'apprenti sorcier fut conservé. Parmi les membres de l'équipe, on peut noter le retour de Mel Shaw des années après sa déconvenue sur Musicana. Nous sommes au milieu des années 90 et la renaissance du studio était en train de se terminer. En marge de la production de Fantasia 2000, le studio était préoccupé par la gestion chaotique de Kingdom of the Sun, un projet grandiose pour le cinéma qui s'apprête à être totalement repensé. Et oui, vous vous en doutez, il y aura certainement une vidéo dessus un jour. Pendant ce temps de latence, Eric Goldberg mit sur pied Rhapsody in Blue, un court-métrage totalement indépendant inspiré de George Gershwin. Ce film, qui avait été réalisé dans l'unique but d'occuper des animateurs désœuvrés pendant que Kingdom of the Sun se cassait les dents, a finalement été intégré à Fantasia 2000. Certaines séquences du film ont subi des modifications, le plus notable étant Pomp and Circumstance d'après Edward Elgar qui fut totalement réécrit.
Le scénario de départ, imaginé par Michael Eisner, se passait pendant un défilé de princesses Disney vues depuis Blanche-Neige, en compagnie de leur progéniture. Le public assistant à l'événement était constitué de presque tous les personnages qui sont apparus dans les grands classiques de Disney. Les méchants, qui n'ont pas été invités, décident de s'incruster à la fête et d'y mettre la zone. Mais tout s'arrange grâce à Donald qui, malgré sa maladresse, parvient à repousser les affreux avec le chapeau de magicien que portait Mickey dans le premier film. L'ambition d'Eisner était de faire revenir ce qui restait des Nine Old Men, les animateurs vedettes du vivant de Walt Disney, afin qu'ils animent eux-mêmes leurs propres personnages. Mais lors de la projection de la bande démo du scénario, ils ont tous détesté le spectacle, le qualifiant de pire chose qu'ils aient jamais vu. Le script a donc été intégralement rejeté, bien qu'il semble avoir servi d'inspiration pour le film pour la vidéo Mickey et le Club des Méchants. La musique d'Elgar et le personnage de Donald ont survécu, et c'est finalement une transposition disneyenne de l'Arche de Noé qui sera proposée. Fantasia 2000 sort en décembre 1999 et malgré ses grandes qualités, il reçoit un accueil mitigé. Mais l'envie de refaire un film Fantasia reste vivace, et en 2002, un troisième film est validé par la direction. Ce qu'on appelait alors Fantasia 2006, son titre de travail, 2006 correspondant à une année de sortie potentielle, est sans aucun doute le cas le plus lamentable de l'enfer du développement chez Disney. Initié en 2002, le long métrage reprenait le concept de Musicana de présenter différents pays du monde et d'inclure des chansons contemporaines en plus de la musique classique. Malheureusement, l'époque était de moins en moins propice à l'animation traditionnelle, qui cédait progressivement sa place à l'animation 3D. Les derniers films en 2D, même hors Disney, se font écraser au box-office par des films utilisant les dernières technologies. Décision sera prise par la firme de stopper l'animation 2D pour se tourner vers les images de synthèse, prenant modèle chez son cousin Pixar. Fantasia 2006 verra sa conception définitivement interrompue. Le drame étant que le film était à moitié achevé, 4 des segments prévus ont été finalisés. Ils ont été distribués en tant que court-métrage indépendant, à la fois en introduction de film au cinéma et par-ci par-là dans des bonus de DVD. Un triste sort pour ces films qui ont pourtant d'incroyables qualités en plus de respecter les codes de la franchise Fantasia. On va voir de plus près ces 4 séquences. Destino remonte à loin puisque l'idée du film a germé dans les années 40 de la rencontre entre Walt Disney et Salvador Dali. Il trouve intéressant le fait de combiner le savoir-faire de Disney avec le surréalisme de Dali. L'animateur John Hench travaille sur un scénario et une animation test est réalisée. Destino présente une jeune femme évoluant dans un monde abstrait et très daliesque qui change de forme constamment. Il fallait bien des moyens conséquents pour aboutir à un résultat satisfaisant. Malheureusement, la guerre faisait rage et les ressources de Disney s'épuisaient. Le film est mis en sommeil jusqu'en 2003 lorsque Roy Edward Disney décide de le ressusciter pour l'intégrer à Fantasia 2006. Destino est réalisé par Dominique Monferry et conçu dans les locaux de Montreuil de la branche française de Disney, dont ce sera la dernière production avant sa fermeture. Le scénario de John Hench et le storyboard pour l'animation test de 1945 seront fidèlement réutilisés. Et pour la musique, c'est une chanson composée par Armando Dominguez et chantée par Dora Luz qui sera utilisée, comme c'était prévu par John Hench à l'époque. Le film est proposé en bonus de la vidéo de Fantasia 2000 et sur Disney+. Lorenzo, réalisé par Mike Gabriel, trouve aussi ses racines dans les années 40 puisqu'imaginé par Joe Grant en 1949. On y suit l'histoire d'un chat raffiné victime d'une malédiction voyant son appendice caudal prendre vie et forcer le pauvre Matou à danser le tango. L'histoire de Joe Grant est reprise par l'équipe de Fantasia 2006. Le parti pris visuel déborde d'originalité grâce à ses couleurs sombres et ses décors particulièrement épurés. La musique est la Bordoneo y Novecientos de Juan José Mossalini. En dépit du gel du troisième opus de Fantasia, Lorenzo a quand même fait carrière en tant que film autonome en recevant une nomination aux Oscars. C'est un film hilarant avec une folie sincère. One by One est à l'origine une chanson de Les Bohèmes qui était prévue pour Le Roi Lion. Les Bohèmes, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la voix qu'on entend lors du lever de soleil dans les premières secondes du film. One by One fut finalement introduit dans la version Broadway du Roi Lion, et fort de son succès, il fut décidé de l'inclure dans Fantasia 2006. Réalisé par Pixoty Hunt, qui avait aussi mis en scène le premier segment de Fantasia 2000, la séquence se passe dans un bidonville pollué en Afrique du Sud. Des enfants se laissent transporter par une plume virevoltant dans les airs, ça les inspire afin de sortir de la morosité et de fabriquer des cerfs-volants. C'est un court-métrage magnifique et qui en jette visuellement. Il sera inclus dans les bonus DVD du Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Le dernier film achevé pour Fantasia 2006 c'est La Petite Fille aux Allumettes. Adapté d'une histoire d'Andersen et réalisé par Roger Allers, l'action se passe sous la neige à Saint-Pétersbourg. Une petite fille ne parvient pas à vendre des allumettes essuyant des refus. Elle se met à envier les enfants plus aisés qui peuvent se réchauffer et manger à leur faim. Elle commence alors à gratter les dernières allumettes qui lui restent. On a beaucoup reproché à Disney dans le passé d'avoir modifié de nombreux contes afin d'en offrir une issue optimiste, mais pour La Petite Fille aux Allumettes, ce n'est pas le cas.
La noirceur et la tonalité dépressive du conte sont fidèlement respectées, jusqu'au final montrant la petite fille périr sous le froid hivernal. Une fin qui a d'ailleurs fait débat au sein de l'équipe, et c'est la ténacité de Roger Allers qui eut finalement raison. Mise en musique par le Quatuor à cordes numéro 2 de Alexandre Borodine, écrit avec sensibilité et magnifiquement animé, le film a laissé une empreinte indélébile pour ceux qui ont pu le voir enfant. Il sera proposé cette fois dans les bonus de La Petite Sirène et plus tard sur Disney+. On ignore quelles sont les autres séquences qui ont pu être envisagées pour compléter le film. Des rumeurs parlent notamment d'un segment se passant en Australie. Ces 4 films sont excellents et mettent à l'honneur le savoir-faire de Disney. L'esprit Fantasia est bien présent tout en lui conférant une touche de modernité. Et quand on voit à quel point certains courts-métrages furent applaudis dans leur version individuelle, il est regrettable que le projet Fantasia 2006 soit mort-né. Si Kingdom of the Sun a au moins eu le mérite d'avoir donné naissance à un film autrement excellent et qui est resté dans les mémoires, là on parle d'un projet qui était à moitié fini et dont les scènes terminées, malgré une excellente réception critique, ont été mal distribuées. L'histoire de la saga Fantasia a été mouvementée, beaucoup de faux départs ont conduit à de profondes frustrations. Mais au-delà de ça, c'est un concept qui a attisé l'imagination et la motivation des artistes. La perspective de donner vie à des personnages animés avec uniquement la musique comme ligne narrative, c'est quelque chose de particulièrement grisant pour quelqu'un qui travaille dans l'animation. Si le rêve de Walt Disney de faire perdurer la franchise au fil des ans s'est finalement rompu, il a continué à vivre à travers l'histoire de l'animation. Considéré comme une folie, voire une chimère, le concept de Fantasia fait pourtant office d'excellence au point de faire partie du panthéon du cinéma. Et c'est ainsi que se termine la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique. Et comme l'a dit un jour un homme très avisé, c'est vous qu'il faut remercier.